Oui, merci beaucoup. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir et je vous remercie d'être présent pour cette quatrième séance du séminaire consacré à la question de l'intervalle. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenantes, Nathalie Decci et Elora Weil-Angerer, qui vont aborder cette fois-ci la question de l'intervalle qui nous travaille depuis maintenant trois séances sur des corpus spécifiques qui sont les leurs, plutôt plastiques et artistiques. Et la discussion sera animée par Mélina Balcazar, qui est en ligne avec nous depuis le Mexique, le Colegio México, où elle enseigne. Merci à Mélina aussi d'être présente et que je remercie donc d'être là pour animer cette discussion et à qui je passe la parole dès maintenant pour présenter notre première intervenante, Elora, qui peut peut-être à cette occasion commencer le partage d'écran sur sa propre communication. À toi, Mélina. Oui, oui, bonjour. Bon, j'ai le plaisir d'accompagner nos intervenantes aujourd'hui. Je présente euh, notre première invitée, Elora Weil-Angerer. Elle est diplômée de l'école du Louvre et de Paris 4, de Paris 1. Et son domaine, c'est l'histoire de l'art. Elle est d'ailleurs membre de l'Association internationale des critiques d'art et commissaire d'exposition indépendante. Et ses recherches se concentrent sur un dialogue entre différentes périodes historiques du XVIIIe siècle au contemporain. Et là aussi, par ailleurs, une activité dans des journaux et des revues artistiques. Et dans ces axes de recherche englobent en particulier l'art tzigane contemporain et ce qu'on pourrait appeler de nouveaux objets picturaux. Et elle prépare, et vous me corrigez, hein, une thèse actuellement de doctorat en histoire de l'art sur le thème de la surprise dans la peinture française, sous la direction de Pierre Datt. Et elle est par ailleurs aussi enseignante à Paris 1 et à l'école du Louvre. Donc, on aura le plaisir de l'écouter par rapport à l'espace d'exposition. Donc, les titres de son intervention, lever les yeux de l'œuvre, hein, l'intervalle dans l'espace d'exposition, l'approche curatoriale et esthétique. Et donc, merci beaucoup, Elora, et on vous écoute. Merci beaucoup, Mélina. Merci également, Marianne, Florence et Hélène, pour l'organisation de ce séminaire et d'avoir mis les moyens en œuvre pour qu'il soit maintenu. N'hésitez pas à me couper ou à vous manifester si vous m'entendez mal. Je commence sans plus tarder. Alors, ça commence bien. Ne vous est-il jamais arrivé, en lisant un livre, de vous arrêter sans cesse dans votre lecture, non par désintérêt, mais au contraire par afflux d'idées, d'excitation, d'association? En un mot, ne vous est-il pas arrivé de lire en levant les yeux? Cette citation de Roland Barthes, issue de Écrire l'écriture, l'un des textes brefs qui composent le bruissement de la langue, citation également reprise par Yves Bonnefoy dans une application à la poésie, est une des traductions de l'attention toute particulière de l'auteur à la notion d'intervalle. Cette notion désigne, et c'est la définition que nous utilisons dans cette communication, l'espace ou le moment très fragile qui sépare et qui joint deux choses. Il s'agit donc d'un espace actif. Notre citation indique une lecture distraite en apparence, pleine de pauses, mais qui n'en demeure pas moins tout à fait productive. La lecture, non seulement continue, mais surtout elle s'écrit par écho et réminiscence dans l'esprit du lecteur. Pour Barthes, c'est précisément dans l'intervalle que le lecteur se fait à son tour auteur, c'est-à-dire qu'il engage un rapport dynamique et créateur à ce qu'il lit. Enfin, c'est dans cette action de lever les yeux, c'est dans cet intervalle que le lecteur ressent, selon Barthes, ce plaisir qui est si important pour l'auteur dans la réception de toute œuvre. Lire en levant les yeux consiste à avoir un rapport à la lecture à la fois irrévérencieux et passionné. Irrévérencieux puisqu'il scinde le texte, peut-être même la phrase, et donc la cohérence qu'elle a en tant que syntagme. Passionné car il engage une lecture du retour,
de celui ou celle, comme Sisyphe, qui revient sans cesse à ce qu'il ou elle lit et qui devient dès lors le moyen, le médium, le média pour un monde, une pensée beaucoup plus vaste qui dépasse le texte premier. En partant de cette pensée de Barthes, j'aimerais proposer un portrait du spectateur peut-être en bègue, spectateur qui prend plaisir au sein d'un espace d'exposition pensé comme un texte, c'est-à-dire ponctué de blancs, regroupés en chapitres, paragraphes, qu'on ne lirait pas d'un bout à l'autre, les yeux collés aux œuvres, mais par à-coups. La question que nous soulevons est plutôt simple, la réponse le sera peut-être un peu moins. Que disent les intervalles de la place accordée aux spectateurs dans l'exposition? Il s'agira principalement d'une approche muséologique, autrement dit fondée sur l'étude du pouvoir discursif de l'exposition, et muséographique, recensant notamment les techniques des expositions, de display dans l'espace, à travers quelques exemples paradigmatiques d'exposition, dans lesquels l'espace entre les œuvres, l'entre-deux, indique une conscience du dispositif comme espace signifiant. Après avoir présenté une brève évolution de l'intervalle dans l'espace d'exposition, je me pencherai un peu plus précisément sur les cas de l'exposition inaugurale du MoMA et de l'exposition surréaliste de 1942 par Marcel Duchamp. Enfin, je présenterai 2 outils concrets adoptés par les musées pour penser l'intervalle dans le dispositif d'exposition. Isabelle Pichet, dans sa thèse sur les discursivités du Salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, développe une réflexion intéressante sur cette exposition foisonnante. Cet accrochage est pris en charge par des artistes nommés par l'Académie au poste de décorateur ou d'ordonnateur, mais certains critiques, comme Diderot, utilisent également le terme de tapissier pour désigner l'artiste en charge de choisir non pas les œuvres, mais leur agencement. Au XVIIIe siècle, le mode d'exposition le plus prisé est le tapissage cadre à cadre ou à touche-touche de tous les murs d'une même salle, avec, je cite, tant de profusion et si peu d'intervalle qu'en vérité l'œil est aussi souvent fatigué qu'amusé. Dans le dictionnaire encyclopédique de muséologie, il est écrit que ces expressions, touche-touche, cadre à cadre, qualifient l'accrochage des expos avec un chapeau sur le haut, c'est-à-dire de toutes choses mises en exposition à 2 dimensions, sans laisser d'intervalle et qui ont eu la faveur des galeries privées ainsi que des premiers siècles de musées publics. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'on commença à introduire des intervalles entre les cadres. En effet, l'accrochage à touche-touche provient vraiment des galeries, des cabinets de curiosité, des collections privées, ayant d'abord pour visée de montrer la richesse et la profusion de la collection. En ce sens, l'intervalle est ici pensé comme un vide, une lacune à combler. Ce qui est intéressant de relever, c'est que si cet accrochage nous semble très éloigné de nos accrochages conventionnels contemporains, il n'en demeure pas moins un dispositif construit, porteur de sens, qui ne néglige pas, comme nous serions portés à le croire, la place du spectateur. Le salon du XVIIIe siècle constitue bel et bien, selon Isabelle Pichet, un dispositif d'exposition en soi, c'est-à-dire un espace doté d'un accrochage structuré et intentionnel et d'un environnement visuel et sémantique construit à l'intention des visiteurs. Diderot, à l'article Galerie de l'Encyclopédie, écrit que la galerie est, je cite, un assemblage de tableaux qui auraient entre eux des rapports d'action et d'intérêt qui les lieraient les uns aux autres. Ces connexions logiques, si elles ne sont pas convoquées par l'espace entre les tableaux, seraient davantage à chercher dans les cadres massifs qui les enserrent et qui permettent, selon Brian O'Doherty, de voir chaque tableau comme une entité en soi, complètement isolée de sa voisine la plus proche et surtout reposant sur un système complet et cohérent de perspectives qui ouvrent l'espace au sein même du tableau. À cela s'ajoutent les conventions académiques de symétrie, de hiérarchie des genres et de forme qui constituent en soi autant de codes de lecture à destination du visiteur, codes qui sont savamment appliqués par le tapissier. C'est sur ces conventions et non sur l'espacement que reposent les liens significatifs, les jeux de comparaison porteurs de sens entre les œuvres.
Certains du musée du 19e siècle perdurent encore ce type d'accrochage que l'on appelle toujours accrochage en tapisserie, comme c'est le cas par exemple du musée Gustave Moreau. L'attention portée à l'intervalle en tant qu'espace entre les tableaux est corrélée au développement de ce champ d'étude qui s'appelle la muséographie, c'est-à-dire l'écriture de l'exposition. C'est en 1934, lors de la conférence de Madrid sur l'aménagement des musées, que le terme muséographie est internationalement reconnu comme une technique, soit un ensemble de procédés destinés à mettre en exposition les objets. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à partir du moment où on pense l'exposition comme écriture, on commence à théoriser l'écart entre les œuvres dans la production d'un message signifiant. À la page 213 des actes de cette conférence, on peut lire « La grande découverte amenée par les tendances modernes dans le musée, c'est l'effet psychologique de l'espace libre autour des œuvres d'art. Autrefois, comme nous l'enseignent les galeries peintes par Ténier et par ses contemporains, l'espace libre ne devait pas exister. Aujourd'hui, l'œil s'est éveillé à d'autres exigences. Le tableau et l'objet d'art en général nous font l'impression d'une masse qui est portée, soutenue par l'espace libre qui l'entoure. En augmentant cet espace, en élargissant les intervalles à certains endroits, on dispose d'un moyen puissant pour faire comprendre au public l'importance de l'œuvre et pour en souligner l'intérêt esthétique. Sur le spectateur, l'espace libre a tout d'abord un effet psychologique. On a appelé l'espace le vrai luxe des musées. C'est un luxe dont il ne faut pas abuser. Rien de plus prétentieux que les œuvres trop espacées, surtout si ce sont des œuvres moyennes qui nagent dans un vide nullement motivé. Les parois ainsi établies vivront une vie particulière selon des lois assez énigmatiques. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cet extrait, c'est la notion d'effet psychologique qui est répétée 2 fois. Cet effet, ici, est moins motivé par les qualités intrinsèques de l'œuvre que par sa mise en espace, suggérant que l'espace autour de l'œuvre est proportionnel à son importance esthétique. Dans le même temps, l'espace autour de l'œuvre ne fait pas tout, puisque les parois restent sous-tendues par une énergie hermétique qui resterait peut-être à déchiffrer, comme le montre la dernière phrase de cette citation. C'est durant cette période d'entre-deux-guerres que la muséologie théorise réellement l'idée d'un espace, entre guillemets, neutre. Se dégage une recherche de cette esthétique de la neutralité, toujours entre guillemets, dont les musées actuels ont largement hérité. Les parois où sont présentés les expos sont lisses et continues. Elles n'attirent l'œil par aucune aspérité ou reflet. L'éclairage est diffus. La simèse disparaît pour supprimer toute rupture visuelle dans l'espace. Le blanc et le beige remplacent le rouge et le vert sur les parois et le nombre d'expos est largement réduit. Je vous ai mis un exemple de cette évolution muséologique durant cette période avec la salle dite des 7 mètres du musée du Louvre avant et après restauration. Néanmoins, ce vide autour de l'œuvre peut-il déjà être désigné comme intervalle? Dans notre citation de la conférence de Madrid, nous relevons 2 verbes, porter et soutenir, qui suggèrent que cet espace est plus un fond, plus un code psychologique au service de l'œuvre qu'un espace signifiant. Les prémices de l'intervalle dans cette étape de la muséologie seraient peut-être davantage à trouver dans la métaphore musicale, bien plus sous-jacente dans l'ensemble de la conférence et dans l'idée d'une herméneutique. Nous nous rappelons de la citation de Roland Barthes proposée au début de cette communication, qui est extraite du bruissement de la langue, et j'aimerais m'arrêter rapidement sur cette notion de bruissement. Le bruissement, selon Barthes, c'est le bruit de ce qui marche bien, c'est-à-dire le bruit de ce qui, fonctionnant à la perfection, n'a pas de bruit. J'attire votre attention sur ce lexique du son, car il s'agit d'un vocabulaire qui parsème complètement le champ de la muséologie naissante de cet entre-deux-guerres et qui n'a, à mon grand étonnement, pas tiré beaucoup de commentaires. La conférence de Madrid, à titre d'exemple, oppose la disposition des œuvres et par métonymie la visite de celles-ci, bruyante, à celle tranquille ou silencieuse. L'intervalle détermine le bruit
ou le silence de l'exposition. Dès 1921, Henri Faucillon tisse déjà cette analogie de l'exposition et de la composition musicale en écrivant « Mettre sur les murs plus de 2 rangs de tableaux est un crime. L'espace autour d'un tableau, c'est le silence autour de la musique. » Selon l'auteur, un espace d'exposition agréable est un espace qui laisse place au silence, c'est-à-dire aux respirations. Et on retrouve dans le terme de respiration, qui est également très utilisé dans cette muséologie, une référence, un écho à la vie particulière qui était évoquée dans la dernière phrase de la citation de la conférence de Madrid. Dans cette comparaison avec l'intervalle musical, se sent une prise de conscience des muséologues de l'exposition comme écriture, espace signifiant mais aussi sensible et affectif, où l'espace blanc n'est pas un espace vide. En d'autres termes, l'intégration de l'intervalle à l'écriture de l'exposition témoigne déjà d'une considération du visiteur-spectateur comme figure centrale de l'exposition. L'intervalle, en ce sens, désigne moins l'espace construit que l'espace perçu. Pour Jean d'Avalon, l'exposition se révèle dès lors être un authentique média, dont le rôle dépasse la simple présentation d'objets pour être le lieu qui véhicule des savoirs. Selon d'Avalon, le simple fait de parler d'agencement implique déjà que la disposition dans l'espace est susceptible d'être interprétée par le visiteur comme dotée d'une signification. La notion de média, plus encore que celle de dispositif au sens où l'entendait Giorgio Agamben, accorde une place réelle à l'herméneutique du visiteur et pense la mise en itinéraire au même titre que la mise en espace, pour reprendre le lexique d'Eliseo Véron. Ainsi, si les expositions sont conçues plus que par le passé à partir d'un travail de l'espace, c'est qu'elles deviennent un outil curatorial visant à placer le spectateur, visiteur, selon d'Avalon toujours, dans un continuum perceptif, cognitif et affectif, c'est-à-dire le placer au sein d'un espace sémiotiquement construit. Il en va d'une amplification de la prise en charge spatiale qui est propre à la muséologie de point de vue, où c'est la place du spectateur qui est d'abord pensée avant l'objet et le savoir. L'expérience singulière prime avec l'attention au regard de cette muséologie particulière. La tendance à l'isolement des œuvres, mise en exergue par Henri Faucillon en 1921, se poursuit tout le long du XXe siècle et le white cube, cube blanc, associé à un accrochage linéaire aux intervalles réguliers et importants, devient petit à petit la norme pour la présentation de l'art. De manière concomitante à l'accroissement des écarts entre les œuvres, le cadre du tableau et le socle de la sculpture disparaissent, engloutis dans les espaces qui séparent les pièces. C'est véritablement le dernier quart du XXe siècle, dans le dernier quart du XXe siècle, que l'espace entre les œuvres acquiert une importance significative, parfois associée au choix arbitraire du commissaire au curateur. La profession nouvelle, qui est celle de curateur, dans la lignée d'Harald Zeeman, commissaire d'exposition, accorde le discours de l'exposition aux intervalles entre les œuvres, jouant des regroupements, des écarts, des alignements ou des discordances comme des chefs d'orchestre. Dans le recueil Écrire les expositions, Harald Zeeman recommande de concevoir une exposition comme on compose une phrase. L'analogie de l'exposition comme texte repose sur l'idée que l'exposition est un système de communication dans lequel la réception du message dépend de la disposition dans laquelle il s'inscrit. L'espace qui sépare les œuvres ne devient à proprement parler intervalle qu'à partir du moment où il n'est plus entendu au sens de contenant, de support, mais autant en tant que lieu de circulation active, à la manière dont John Cage parle de blanc actif. Le vide, dès lors, n'est plus l'ennemi de la production culturelle, au contraire. Mais cette place de plus en plus importante accordée aux curateurs qui jouent des intervalles suscite des controverses et des interrogations. Un des textes fondateurs de cette contestation est celui de Daniel Buren, publié dans le catalogue de la Documenta 5 en 1972 et intitulé « Exposition d'une exposition ». Selon Buren, l'œuvre de l'artiste n'est plus qu'un gadget décoratif, je cite,
servant à l'œuvre véritable qui n'est autre que l'exposition elle-même signée par l'organisateur au curateur. J'aimerais maintenant vous présenter 2 exemples d'expositions qui me semblent importantes pour cette étude de l'intervalle dans le dispositif muséologique et notamment dans la place accordée aux spectateurs. La première exposition constitue peut-être l'exposition fondatrice du White Cube. Le directeur fondateur du MoMA, Alfred Barr, n'a pas choisi les peintures pour l'exposition inaugurale du musée, mais il a choisi leur disposition. L'exposition Cézanne, Gauguin, Seurat, Van Gogh, qui s'est tenue du 7 novembre au 7 décembre 1929, suit un accrochage qui pourrait nous sembler complètement classique et conventionnel, puisqu'il a fait depuis office de règle muséographique. Cette disposition constitue néanmoins, pour l'époque, une révolution dans le design d'exposition. Dans son ouvrage de référence, The Power of Display, Marianne Staniszewski observe que le directeur du MoMA n'y élimine pas complètement les conventions traditionnelles de symétrie et d'organisation par forme et taille des tableaux lors du salon. Dans le même temps, il rompt avec l'accrochage de type salon, notamment la présentation des œuvres sur plusieurs rangées et les lourdes décorations, pour privilégier la ligne unique à hauteur de regard et la couleur beige et neutre. Cette couleur était préférée au blanc comme élément de pause et de respiration entre les œuvres, car selon Alfred Barr, le blanc était trop brillant pour les peintures qui paraissent inévitablement plus ternes par comparaison quand elles en sont entourées. L'accrochage se fait plus spacieux et les intervalles plus grands empêchent les œuvres de s'impacter mutuellement. C'est ce qu'on voit tout au long de l'évolution de la muséologie du MoMA. L'ambition d'Alfred Barr est de créer des ensembles conceptuels, ensembles d'œuvres et expositions en tant qu'ensemble. La disposition des œuvres à large intervalle crée un champ de vision, pour reprendre la notion développée par Herbert Bayer au Bauhaus, qui permet également une appréciation de chaque œuvre individuelle. Ce qui est intéressant de remarquer avec le cas d'Alfred Barr, et donc avec cette norme des musées du XXe siècle, c'est qu'il en va d'un spectateur idéal, conçu comme un observateur immobile, un être atemporel, indépendant de toute réalité sociale. Il est moins visiteur, en effet, que spectateur, spécifiquement spectateur, puisque ce traitement de l'intervalle dans l'espace implique un rapport d'un œil décontextualisé à l'œuvre, dans une sorte de face-à-face. Marianne Staniszewski note qu'il en résulte d'une conscience accrue de l'indépendance de l'objet et de l'individu. Cette méthode d'exposition esthétisée, autonome et apparemment neutre, a créé un appareil idéologique extrêmement accommodant pour la réception du modernisme aux États-Unis, où l'idéal démocratique libéral de l'individu autonome et indépendant, né des droits naturels et du libre arbitre, est le fondement de la mythologie du rêve américain. Ainsi, ces dispositifs sont décontextualisés et coupés de l'extérieur dans une recherche d'esthétique faussement universelle, ce qui serait à replacer dans cet idéal d'individualisation d'un État démocratique et capitaliste. Brian O'Doherty, dans son ouvrage sur le White Cube, compare cette aseptisation du corps au profit du corps du visiteur au profit d'un spectateur idéal au sein d'un dispositif théâtral classique calqué sur la salle obscure du cinéma. Le rapprochement est peut-être audacieux, mais on peut déceler dans les reproches faits au White Cube des arguments étonnamment similaires à ceux convoqués dans la critique de l'accrochage cadre à cadre du salon. Dans les 2 cas, on reproche une théâtralisation de l'œuvre et une passivité du spectateur. Dans les 2 cas, en effet, on intègre la vue et la pensée du visiteur, mais pas son corps, qui est, selon O'Doherty, comme un meuble étrange. L'auteur écrit « Votre corps apparaît superflu, c'est une intrusion. Si dans cet espace les yeux et les esprits sont les bienvenus, on se prend à penser que les corps ne le sont pas, ou ne sont tolérés que comme mannequins synesthésiques pour complément d'enquête. » Avec le triomphe moderniste de la planéité greenbergienne ou de l'objectivité freudienne,
la toile autonome, doit être clairement désignée comme telle par l'espace d'exposition. Il lui faut, note O'Doherty, un espace blanc idéal, qui l'isole dans l'espace tout en lui conférant une charge sacrée et symbolique, à tel point que n'importe quel objet dans cet espace incoatif se verrait conférer cette aura. À ces deux dispositifs spectaculaires que sont l'accrochage en tapisserie et le white cube, on peut peut-être trouver une alternative dans des expositions comme celle initiée par les surréalistes, dans lesquelles les murs ne sont plus les supports passifs des œuvres, mais sont intégrés, encadrés eux-mêmes par les œuvres. C'est peut-être là que nous avons l'exemple de l'intervalle comme espace protagoniste, véritable co-auteur de l'exposition et interface sensible avec un spectateur libre ou partiellement libre. Penser l'intervalle reviendrait, par métonymie, à considérer vraiment, véritablement, la place du spectateur. Une des origines de la figure du commissaire d'exposition, de celui que l'on pourrait appeler expographe, est peut-être à chercher chez un artiste qui n'est autre que Marcel Duchamp. En 1942, André Breton organise une exposition surréaliste à New York, la première exposition surréaliste à New York, First Papers of Surrealism, et invite Marcel Duchamp à en faire la scénographie. Alors qu'il s'agit de la première exposition surréaliste, l'artiste empêche, comme le suggère cette photographie, la visite libre entre les œuvres avec son installation 16 Miles Upstream. En striant l'espace d'exposition à l'aide de multiples fils, l'artiste crée une frustration puisque les tableaux semblent impossibles à voir dans leur intégralité et à une courte distance. Selon de nombreux commentateurs, en barrant l'accès aux œuvres, les fils constituent l'expérience de l'exposition comme le souvenir véritable de cette visite, au détriment des premières. Ce qui fait également écho à ces règles plus ou moins tacites de la visite d'exposition que nous connaissons tous et qui sont désormais admises, que nous devons rester à une certaine distance des œuvres. Néanmoins, cette photographie de l'exposition, qui est la plus connue et régulièrement citée pour les First Papers of Surrealism, n'est qu'un point de vue de l'espace réel qui a été beaucoup plus perméable et accessible qu'on ne serait porté à le croire, comme le montre cette seconde photographie que je vous montre. Dans Displaying the Marvelous, l'étude la plus complète à ce jour sur cette exposition, Lewis Cashore publie plusieurs points de vue sur l'exposition. Ces photographies confirment que l'intérieur de la galerie était dépourvu de ficelles et donc ouvert à la déambulation. On comprend plutôt qu'il s'agit ici d'un jeu de regard et de focalisation entre l'espace de la galerie, les œuvres et la ficelle, et qu'il en va d'une interaction dynamique avec cette ficelle qui endosse une sorte de rôle de médiateur dans l'appréhension des connectivités et des contrastes entre les œuvres. Plus encore, certains récits des visiteurs de l'exposition rapportent que les personnes les plus intrépides, entre guillemets, s'approchaient au plus près des peintures au moyen de certaines ouvertures stratégiquement placées. Il y aurait donc eu des ouvertures intentionnelles entre les écheveaux de ficelles dans lesquelles les visiteurs se seraient glissés pour accéder aux œuvres. Dans cette exposition, ces stries n'étaient donc pas autant des obstacles que ce qui en a été dit. On pourrait même dire qu'elles ont davantage contribué à mettre en valeur les peintures qu'à les obstruer. En étudiant l'appareil muséologique accompagnant l'exposition, on ne peut qu'aller dans le sens d'une réelle considération de l'intervalle par Duchamp. Le catalogue comprend en couverture une image de fromage troué, en quatrième de couverture un mur criblé de balles par Duchamp lui-même. Quant à la liste des artistes, elle est citée, agencée dans une forme de trou de serrure, prolongeant la métaphore de l'anfractuosité de l'interstice. L'intervalle ici n'est pas à penser du côté de l'émetteur-objet, mais plutôt du côté du récepteur public. En donnant une physicalité à ce qui sépare les œuvres entre elles et les œuvres du spectateur, Duchamp concrétise avec cette exposition sa théorie de l'inframince, puisque chaque parcelle d'air de l'exposition est rendue sensible. L'inframince
selon Duchamp, c'est cet intervalle imperceptible, parfois seulement imaginable, entre deux phénomènes. L'exemple utilisé par Duchamp n'est pas anodin, puisque est inframince la séparation entre le bruit de la détonation d'un fusil et l'apparition de la marque de la balle sur la cible. Dans l'espace, cela se traduit par la différence déridienne, avec un A propre à l'inframince, qui est, d'après Derrida, le mouvement de jeu, JEU, qui produit ces différences, ces effets de différence. Cet intervalle spécifique, cet inframince, n'est ni l'absence d'intervalle du XVIIIe siècle, ni l'intervalle régulier et absolu du white cube, mais plutôt un intervalle qui repose sur le jeu, JEU, notion également si chère à Duchamp. Pour conclure cette communication, j'aimerais vous présenter deux outils adoptés par les musées pour penser l'intervalle dans l'espace d'exposition dans toute sa complexité. Le premier de ces outils est le concept d'économie de l'attention, formulé à la fin des années 90 par Michael Goldhaber, et d'abord utilisé dans le monde entrepreneurial pour désigner une modélisation de l'attention qui met l'accent sur la rareté. Dans le milieu académique, ce concept acquiert une importance croissante pour pallier à la surcharge informationnelle en considérant l'attention comme une ressource limitée à protéger. On ne pense donc pas le manque d'information, mais la capacité des individus à l'utiliser, amenant les sciences cognitives à pointer le risque de dispersion de l'attention dû au flux d'images et d'informations. Or, c'est précisément dans ces années 90 que les musées commencent à penser l'exposition dans des logiques propres au marketing, visant à maintenir l'attention du spectateur-consommateur. En suivant des procédés pédagogiques, scénographiques, immersifs, voire spectaculaires, les musées visent l'awareness, terme difficilement traduisible en français puisqu'il renvoie à la fois à la connaissance de quelque chose, à sa perception ou à sa prise de conscience. Pour atteindre l'awareness, les musées intègrent les réflexions sur l'attention issues de l'économie et du marketing. Nous pensons par exemple aux 6 types d'attention distingués par Davenport et Beck en 2001, que je vais me contenter de vous citer. Attention captive, volontaire, attractive, répulsive, focalisée, périphérique. Dans l'espace d'exposition, ces différents types d'attention peuvent se traduire par plusieurs designs, jouant de la saillance, du groupement et du nombre, et donc de l'intervalle entre les œuvres, comme autant de modélisateurs de la perception. Cette théorie suggère que les visiteurs ont une capacité d'attention limitée et que cette capacité est sollicitée par les différents éléments de l'espace d'exposition. En appliquant cette théorie à l'espace d'exposition, il serait donc possible de déterminer l'intervalle optimal entre les œuvres d'art en fonction de la capacité d'attention des visiteurs. Le second outil que j'aimerais présenter est la Space Syntax. La théorie de la Space Syntax, développée à partir des années 80 par Bill Hillier et Julian Hanson, est une approche interdisciplinaire pour comprendre l'organisation spatiale des villes, des bâtiments et d'autres environnements construits. Cette théorie considère que la configuration spatiale d'un lieu peut avoir une influence sur la manière dont les gens l'utilisent et l'expérimentent. Et la méthodologie consiste en l'analyse de la configuration spatiale à l'aide d'un logiciel spécialisé, permettant de représenter graphiquement la distribution des chemins et des intersections dans l'espace étudié, ce qui permet de quantifier et de comparer les niveaux de connectivité et de ségrégation spatiale entre différents endroits. L'application de la théorie de la Space Syntax à la question de l'intervalle entre les œuvres et séquences de l'exposition peut aider à déterminer la distance optimale à maintenir entre les pièces dans une exposition d'art donné. Plusieurs études de Space Syntax ont montré que la distance entre deux œuvres d'art peut avoir un impact sur la façon dont elles sont perçues. Par exemple, une distance trop courte peut entraîner une neutralisation, une confusion de deux œuvres d'art distinctes, tandis qu'une distance trop longue peut conduire à une perte d'attention de la part des visiteurs. En étudiant la théorie de la Space Syntax, les concepteurs d'exposition peuvent analyser les chemins empruntés par les visiteurs pour déterminer les zones d'intervalle, de circulation dense ou calme dans les espaces, et ainsi utiliser ces informations pour placer les œuvres d'art de manière à créer un rythme visuel agréable pour les visiteurs
en évitant les regroupements trop denses ou les espacements excessifs. Le musée d'art contemporain de Kanazawa, par exemple, a présenté un projet d'exposition autour de la théorie de la space syntax, comprenant notamment une étude du comportement des visiteurs à l'intérieur des bâtiments, les flux, les arrêts, les pauses, à partir d'une technique d'analyse vidéo utilisant les nouvelles technologies. Il ne s'agit donc pas seulement de mettre en évidence l'attention des spectateurs aux œuvres, mais également de quantifier les moments où ils s'assoient, où ils se reposent, où ils conversent en groupe, où ils s'arrêtent, en somme les moments où ils lèvent les yeux de l'œuvre. En conclusion, entre les œuvres, les intervalles sont des zones vacantes de représentation qui figurent une séparation ou une connexion. Ces espaces entre sont essentiels pour comprendre tout ce qui se joue et s'invente dans la manipulation des images et la production de connaissances ou d'affects. Ces zones que la pensée occidentale tendrait à définir comme vides sont peut-être davantage à penser comme des passages entre deux registres d'images et plus encore comme des médiums, au même titre que les médiums traditionnels utilisés par les artistes, c'est-à-dire les matériaux employés. Les espaces entre les œuvres seraient les médiums du curateur ou du scénographe, c'est-à-dire littéralement ces outils, ces moyens de travail. On peut par exemple reprendre à ce propos l'analyse de Georges Tuberman au sujet de l'Atlas Mnemosyne d'Abby Warburg dans son ouvrage L'image survivante, et considérer ces zones blanches comme autre chose qu'un simple arrière-plan ménagé pour disposer les divers éléments d'un puzzle. Nous ajoutons que ces zones intervallaires convoquent plutôt des rapports, et ce sont ces rapports qui font événement. Dans l'espace d'exposition, nous avons essayé de le démontrer, l'intervalle n'est pas exactement la distance qui sépare deux œuvres ou deux séquences d'œuvres. Il ne désigne pas non plus l'espace contenant, supportant les œuvres. L'intervalle serait plutôt une somme, voire un dépassement de ces deux conceptions, puisqu'il désigne la persistance de l'expérience esthétique dans l'esprit du visiteur-spectateur. Pour conclure, l'intervalle nous est apparu moins comme un espace mesurable entre les œuvres qu'un espace perçu et subjectif. L'étudier dans le dispositif d'exposition revient ainsi à comprendre l'écriture de l'exposition d'une part, et peut-être plus encore sa réception, c'est-à-dire la place du spectateur dans ce dispositif. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous remercie Merci. infiniment pour votre conférence vraiment tout à fait passionnante. Je laisse Mélina prendre la parole. Merci vraiment, Elora, pour ce voyage dans le temps, avec des étapes bien claires. Bon, je pense que c'est un sentiment partagé. Donc, vous nous avez fait voyager du XVIIIe siècle de Paris, du Paris du XVIIIe siècle à Madrid, à l'entre-deux-guerres, et avec cet exemple magnifique de Marcel Duchamp. Et finalement, pour nous parler de cet espace si controversé qu'est le White Cube. Et bon, cette proposition, justement, de nous concentrer sur l'intervalle en tant que, évidemment, espace entre les œuvres, mais aussi entre l'espace qui créé entre le regard du spectateur et le corps du spectateur. Vous nous avez fait penser à ça, surtout, au corps du spectateur, et les œuvres. Donc, et bon, avec cet exemple d'espace syntaxe, peut-être vous pouvez revenir au moment de la discussion sur peut-être votre avis de cette manière d'analyser et je sais pas, prédisposer, j'ose un mot, manipuler le parcours, conditionner peut-être le regard du spectateur, finalement, ces mouvements. Donc, j'aimerais vous écouter et là-dessus plus tard.
Donc, Nathalie Dietschi va nous parler de l'intervalle dans la photographie, dans un corpus de photographie contemporaine. Donc, je vous présente Nathalie. Vous êtes professeure assistante dans la section d'histoire de l'art de l'Université de Lausanne. Vos recherches portent sur deux sujets. Donc, d'abord, les représentations, mais c'est plutôt les reprises de représentation du Christ dans les livres de photographie, et en particulier numérique, dans toute cette ère numérique. Et vous avez publié dans le livre Les Christ au miroir, la photographie contemporaine en 2016 et The Figure of Christ in Contemporary Photography en 2020. Et vous avez aussi co-dirigé Les Christ réenvisagés, et aussi en 2016. Et donc, dans le cadre de vos recherches sur la photographie et l'art contemporain et les cultures numériques, vous êtes consacré à la photographie de Robert Frank, avec le livre classique, The Americans, et aussi je ne connais pas très bien, donc à l'œuvre de Oliver Lake. Et vous avez consacré aussi des travaux aux artistes Andrés Serrano et David Lachapelle. Donc, on va vous écouter avec cette intervention à intervalle et qui a révariation dans les ensembles photographiques contemporains. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci aux organisatrices, Hélène, Marianne et Florence, pour leur invitation au séminaire. Alors, je n'avais jamais travaillé jusqu'à présent sur la notion d'intervalle, et je remercie les organisatrices d'avoir proposé cette notion comme porte d'entrée d'analyse. Je me suis intéressée à cette notion dans le champ de mes recherches actuelles sur la photographie contemporaine et les rapports qui se tissent entre les images du web et les développements technologiques. Dans le domaine photographique, la notion d'intervalle est généralement utilisée dans le champ de l'image en mouvement, dans la photographie sérielle ou séquentielle, dans le cas des premiers travaux d'Étienne Jules Marais ou d'Edward Muybridge notamment. J'arrive à changer. Voilà. J'ai donc essayé de penser cette notion dans le cadre de mes recherches sur les images dans le champ numérique, dans le régime visuel d'abondance qui impose la nécessité de recycler l'existant. Mais mon corpus ne porte pas sur le mouvement, ne travaille pas spécifiquement la séquence, la durée. Comment donc articuler cette notion qui semble être particulièrement convoquée dans le cadre de la photographie de mouvement, des vues simultanées ou successives, des expérimentations menant au cinéma? J'aimerais aujourd'hui proposer une réflexion sur cette notion à partir de cas d'études, d'œuvres photographiques qui pensent le numérique et certaines de ses problématiques, des œuvres qui, visuellement ou matériellement, offrent des espaces au sein d'une grande quantité d'images photographiques. J'aimerais penser l'intervalle comme un temps de pause dans un régime numérique effréné, où l'image est non seulement caractérisée par la quantité, mais aussi par sa vitesse de circulation, puisque comme le relève David Joselitz, les images se déplacent de nos jours sur le réseau Internet, paraissent immatérielles et capables de circuler à des vitesses nouvelles. Afin d'articuler ces jeux d'écart au sein d'ensembles qui travaillent la répétition, il est utile de revenir sur les caractéristiques techniques de la photographie dans son déploiement sériel ou séquentiel, qui implique la question de l'intervalle entre images. Dans son étude sur la photographie sérielle et séquentielle des premières décennies de la photographie, Caroline Schick distingue la photographie séquentielle narrative et la photographie séquentielle de mouvement, sur laquelle elle porte son intérêt. Elle explique, je cite, « La variation des poses se rattache à la série, alors que la succession fait référence à la séquence. Pour bien distinguer les deux, poursuit-elle, nous pourrions définir la série comme une variation d'études, de poses, d'expressions autour d'un même thème, une coexistence de points de vue impliquant plus ou moins directement la notion d'espace. La série est ainsi caractérisée par la variation d'un même thème en ce qui concerne la représentation du corps, des poses diverses et déclinées. En revanche, je cite toujours Caroline Schick, la séquence repose quant à elle davantage sur l'idée d'une évolution dans le temps, d'un processus temporel, ce qui prime étant l'image conceptuelle globale produite par ce qui relie les photographies, ce qui se passe entre elles, autrement dit, les intervalles. Le mot est prononcé.
L'intervalle caractérise ainsi non pas la série, mais la séquence en raison de son rattachement à une temporalité, une durée transmise par le biais d'images multipliées. Caroline Schick analyse ensuite le portrait multiple et les techniques utilisées, par exemple le portrait tournant, qui offre une séquence du mouvement rotatif du modèle. L'autrice étudie notamment les expérimentations du photographe français Antoine Claudet, des daguerréotypes multiples des années 1840, dont un autoportrait composé de 12 vues présentant son visage selon divers angles de vue. Caroline Schick explique alors que dans l'autoportrait multiple de Claudet, je cite, « Claudet est l'auteur et l'acteur d'une petite mise en scène dans laquelle il enchaîne les poses de manière relativement continue et régulière. Les poses sont ici conçues en amont de la prise de vue, comme les parties d'un tout, de même que les intervalles qui les séparent. Le mot intervalle est d'ailleurs mis en italique par l'autrice, soulignant ainsi l'importance égale du temps de pause, P-O-S-E, que du temps des pauses, P-A-U-S-E-S, c'est-à-dire des pauses entre les prises de vue. Dans le cas de Claudet, la temporalité de la prise de vue et les pratiques de développement sont étroitement liées aux techniques disponibles et aux instruments techniques de l'époque. Alors, qu'en est-il aujourd'hui à l'ère du numérique? Quel est ce temps de pause et comment se dessine-t-il formellement? Prenons l'exemple d'une œuvre de l'artiste et photographe contemporain Trevor Paglen. Né en 1974 dans le Maryland, sur la côte est des États-Unis, Trevor Paglen grandit sur des bases aériennes militaires où son père officie en tant qu'ophtalmologue. Il étudie la religion et la musique à l'Université de Californie à Berkeley et obtient ensuite un diplôme de la School of the Art Institute de Chicago, puis entreprend une thèse de doctorat à Berkeley au département de géographie qu'il termine en 2008. Depuis quelques années, Trevor Paglen porte son attention sur l'intelligence artificielle et s'interroge sur la manière dont la machine voit le monde. Son intérêt pour ce qui est visible et invisible, et sur la vision, c'est-à-dire la manière dont l'œil humain voit ou ne voit pas le monde, ainsi que l'usage des dernières technologies pour rendre visible ce que l'œil ne perçoit pas, le mène à considérer le regard que portent les algorithmes sur les images. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, les quantités massives d'informations téléchargées et échangées de nos jours sont cruciales dans le développement des technologies contemporaines telles que la reconnaissance faciale. Paglen retrace cette évolution récente en revenant sur ses origines militaires, car les techniques de reconnaissance faciale sont issues d'un programme militaire américain qui date des années 90. Machine Readable Hito et Machine Readable Holly offrent une galerie de portraits de l'artiste Hito Steyerl pour la première et de l'artiste sonore et compositrice Holly Herdon pour la seconde. Toutes deux posent en mimant diverses expressions, photographiées de manière frontale, devant un fond clair et neutre, à la manière des portraits d'identité. Ces séries de 2017 et 2018 s'attachent à la manière dont l'intelligence artificielle catégorise les émotions au travers du format de la grille de portrait qui adopte systématiquement le même cadrage, le même éclairage et le même point de vue. Il ne s'agit pas de multiplier les prises de vue du modèle pour obtenir la meilleure pose, comme c'était le cas chez Disdéry par exemple, mais de décliner une variété d'expressions surjouées qui renvoient aux expressions des passions et aux études physiognomiques du XVIIIe siècle et aux recherches plus tard du neurologiste français Duchesne sur l'électrothérapie. Son ouvrage « Mécanisme de la physionomie humaine » ou « Analyse électrophysiologique de l'expression des passions applicable à la pratique des arts appliqués », publié en 1862, inclut, vous le voyez, des portraits photographiques de visages aux diverses expressions jusqu'à la paralysie musculaire. Trevor Paglen, chez lui, l'espace temporel et visuel entre les portraits est clairement délimité et sert à singulariser chaque expression du visage devant exprimer un affect. L'intervalle entre chaque image se fait marge, l'espace au bas de chaque photographie étant plus important afin de permettre une inscription. Ainsi que l'explique Liliane Louvel, je cite, « La marge est un espace de liberté. On a de la marge, une marge de manœuvre. La marge offre la possibilité d'une continuité, d'un repentir, elle a de la souplesse. C'est un espace de négociation plus irénique. La marge, qui peut être cadre du texte, est blanche et lance un appel au remplissage, à la note, à la fantaisie, à la remarque, à du texte ou à des dessins. La marge est ici effectivement utilisée pour une inscription visant à comprendre l'image. Cette inscription fait partie intégrante de l'œuvre, elle la constitue. Sous chaque portrait figure en effet l'analyse fournie par des algorithmes d'analyse faciale. La machine a détecté le genre et l'état émotionnel de chaque visage.
Si Paglun renvoie à l'histoire de la physionomie, il inscrit cette grille d'expression dans l'actualité technologique. Cette grille de visage rappelle notamment une série photographique du duo allemand Lavic-Müller, formé de Friedrich van Lavic et Hans Müller, une série intitulée La folie à deux. La série de Lavic-Müller déploie des portraits de couples d'artistes fusionnés par morphing pour, au fil des images, ne former qu'un portrait entremêlant les deux visages. Présentées sous forme de grille, ces images de synthèse de deux individus particuliers qui se rejoignent dans leur pratique artistique renvoient aux préoccupations des années 90 sur le statut du portrait photographique qui se compose grâce aux technologies numériques. On peut l'observer sur cette vue de l'œuvre exposée à Photo-Élysée à Lausanne en Suisse. Chaque portrait est délimité par des marges blanches régulières qui espacent chacune des prises de vue. Mais l'ensemble est formé d'un seul tirage, impression chromogène de 199 cm sur 89,5 cm. L'œuvre se compose ainsi que d'une seule image contenant une grille rigoureuse de 16 prises de vue. Contrairement aux grilles de Lavic-Müller, qui propose un portrait du duo d'artistes, de ce que signifie le travail en commun jusqu'à la fusion de l'identité, vue ici comme identité artistique, les grilles de Paglun démultiplient les visages en les accrochant à même le mur sur une frise de près de 5 mètres de long. La version portant sur Holly Herdon est encore plus monumentale, vous le voyez ici. La frise longe 2 pans entiers du mur. La fonction du cadre est fondamentale. Non seulement le cadre sépare l'image de tout ce qui est non-image, ainsi que l'a bien montré Victor Stoïkita dans l'instauration du tableau, mais sa structure signale la valeur autoritaire de l'œuvre qui y est déployée. Chez Paglun, aucun cadre n'est utilisé, mais une succession de visages au format similaire est délimitée par des marges blanches répétées à même le mur. L'œuvre de Paglun se conçoit ainsi par le nombre et la répétition, mais aussi par les effets d'écart des expressions photographiées. Le format rigoureux de la grille accentue l'approche systématique. Depuis les années 1960-70, la série comme élément plastique est devenue courante. Elle s'inscrit dans le contexte politique, social et économique de l'époque. Le pop art, emmené par Andy Warhol et ses fameuses sérigraphies, qui démultiplient un sujet, réagit aux images qui prolifèrent dans les médias de masse et à la société de consommation américaine. Le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci montrant Mona Lisa, incarnation du culte de l'unique, ainsi reproduit par la technique de la sérigraphie, se voit décliné par le nombre, par la quantité et réduite à son image médiatique, réitérant l'observation bien connue de Walter Benjamin, selon laquelle la reproduction déplace l'existence unique de l'œuvre en existence en série. Le devenir marchandise de l'œuvre d'art, en raison de ses reproductions mécaniques, amenuise le caractère authentique de l'œuvre selon le constat de Benjamin dans les années 30. L'œuvre de Warhol, par l'absence d'espace entre chacun des portraits, accentue l'effet de démultiplication mécanique du sujet, noyé dans le nombre. En France, le nouveau réalisme porte son attention sur les objets, leur quantité, leur obsolescence et leur dispersion, à l'instar des œuvres d'Armand, dont les accumulations débutées dès 1959 entassent des objets de toutes sortes dans des dispositions qui suppriment tout intervalle, tout écart entre eux au profit d'une profusion, d'une addition formant un ensemble compact. L'art conceptuel et le mouvement minimaliste développeront le principe de protocole, exprimé notamment sur la forme de la grille que Rosalind Krauss a analysée et déterminée comme la marque du modernisme. Cette systématique a donné lieu à des œuvres qui abordent tant les objets que les espaces blancs, réguliers et constants qui s'ouvrent entre chacun d'eux. Le format du livre permet la réunion d'un corpus et sa déclinaison sous la forme imprimée, contenant un ensemble qui se découvre au fil des pages, un inventaire rigoureux d'objets comme c'est le cas chez Sol Lewitt. La volonté de l'artiste de réaliser une œuvre qui soit un système favorise les formats sériels, qu'il s'agisse de déclinaisons au mur ou dans le livre. En photographie, le couple Bernd et Hilla Becher incarne une nouvelle école photographique, l'école de Düsseldorf, qui prône l'objectivité par l'adoption d'un protocole photographique rigoureux consistant à répéter un point de vue constant qui cadre l'objet face à l'objectif. Leur typologie architecturale, débutée en 1957, constitue un répertoire de bâtiments divers et de structures industrielles menacées de l'époque, un patrimoine décliné par le nombre et la répétition, mais où chaque structure est photographiée et encadrée, demeurant ainsi singularisée. On pourrait citer de nombreux projets qui travaillent la grille, l'accumulation, la collection, l'inventaire.
Les œuvres de Douglas Hubler, de Christian Boltanski, de Hans-Peter Feldman offrent des ensembles photographiques qui ont trait à une forme de collection et d'inventaire qui implique la répétition des prises de vue et leur disposition en nombre. Des projets récents pourraient être cités, comme celui actuellement exposé à l'Appartement, espace d'art contemporain situé à Vevey en Suisse, où l'artiste belge expose son catalogue d'objets de sa maison, 12 795 pour être exact, qu'elle a photographié un à un, puis classé selon son degré d'usage, son matériau et sa couleur. Donc l'œuvre existe, si jamais, sous forme de livre, publié en 2022, l'année dernière, chez Delpire. C'est au sein de cette tradition, à la fois de la grille minimaliste et conceptuelle et de l'archive, tradition à laquelle la photographie et le livre ont joué un rôle majeur, que les projets photographiques contemporains s'inscrivent. Ils relèvent en revanche d'un bouleversement majeur, celui de l'avènement des technologies numériques et du web. Les deux séries de Trevor Paglen inscrivent le portrait dans la logique fonctionnelle des profils des réseaux sociaux, des images qui y circulent et des données personnelles qui sont fournies aux entreprises telles que Facebook, qui les utilisent ensuite à notre insu. Les photographies analysées par les algorithmes de reconnaissance faciale utilisent des données personnelles dans leurs calculs. Cette surveillance et cette catégorisation ont été dénoncées par l'artiste et activiste italien Paolo Cirio dans une œuvre qui utilise également la grille de visage comme format. Face to Facebook, que vous voyez ici, réalisé en 2011, en collaboration avec le chercheur italien Alessandro Ludovico, s'appuie sur une démarche de piratage afin d'éveiller les consciences sur le respect de la vie privée en ligne et la confiance aveugle engagée dans les plateformes sociales. Troisième volet de la trilogie The Hacking Monopolism, Face to Facebook est un site web de rencontres offrant un catalogue de profils volés sur Facebook, classés à l'aide d'un algorithme de reconnaissance faciale selon les expressions du visage des portraits substitués au réseau social. Le piratage de ces profils et leurs usages à d'autres fins démontrent la facilité avec laquelle il est possible de s'emparer des données personnelles de chacun. Les visages, cadrés de manière très serrée, de format carré, sont collés sur un fond blanc neutre pour former un ensemble de 3 panneaux de format également carré, accrochés les uns aux autres. L'ensemble présente un déploiement rigoureux de visages qui fait l'effet d'un inventaire, comme on en trouve dans de nombreux travaux photographiques portant sur des collections ou des catalogues d'objets. Le choix de cette disposition systématique exprime la standardisation des identités et des photographies de profil qui servent aux plateformes sociales dans leurs usages des données personnelles. Ce qui frappe chez Paglen comme chez Cirio, c'est le nombre d'images présentées. Ces ensembles photographiques envahissent l'espace d'exposition. Chaque portrait, clairement isolé des autres portraits par des marges blanches, est toutefois noyé dans la masse. Alors que Paglen vise à révéler le fonctionnement des algorithmes dans leur lecture du monde et les représentations que les machines engendrent, d'autres artistes et photographes contemporains s'attachent à travailler la masse d'images disponibles en ligne. La culture visuelle contemporaine est caractérisée par la quantité. L'exposition Le supermarché des images au Jeu de Paume à Paris, organisée au printemps 2020, partait du constat de cette surabondance. L'exposition faisait ainsi état de notre monde actuel, saturé d'images. En 2015, pour vous donner la mesure de cette abondance, on estimait que 3 milliards d'images étaient partagées chaque jour sur les réseaux sociaux. Le trafic iconique dépassait déjà les 100 millions d'images par heure. Face à cette surproduction d'images, se pose la question de leur stockage, bien sûr, de leur gestion, mais aussi de leur économie. C'était le point de départ de l'exposition du Jeu de Paume, la dimension économique de la vie des images, qui prend le nom d'économie pour le philosophe Peter Senge. Dans Le supermarché du visible, essai d'économie, le philosophe propose le néologisme d'économie pour qualifier l'économie de l'icône qui traite du rapport entre capitalisme et image. L'exposition du Jeu de Paume s'appuyait sur l'essai de Senge, en abordant la nouvelle économie de l'image qui découle de la capacité des images à circuler. Les images bougent, elles migrent, elles s'échangent, se partagent. Comment comprendre à l'ère numérique cette circulation des images et quels effets cette circulation et cette abondance peuvent-elles avoir sur la création artistique d'un point de vue conceptuel et formel? Eric Kessels a thématisé cette masse d'images quotidiennes au sein de son projet débuté en 2012, 24 Hours in Photos. Eric Kessels, qui est à la fois artiste, publicitaire, collectionneur, éditeur et curateur, a imprimé toutes les images postées sur la plateforme de publication d'images Flickr en l'espace de 24 heures, soit pour la première version de l'œuvre 350 000 photographies. Kessels souligne la masse informe et chaotique de cette accumulation d'images trouvées sur le web, sur Flickr,
qui valorise la circulation et le partage. Toutefois, ces tas d'images ne reflètent en réalité qu'une infime portion du trafic iconique quotidien. Et comme vous le voyez, le choix formel de Kessels ne porte aucunement sur la singularité de chacune des images, ainsi entassées, mais sur la quantité, l'effet de déferlante iconique qui envahit l'espace d'exposition, le sature. Dans ce contexte d'abondance, étroitement lié à l'avènement du numérique et au web, la photographie est repensée. La notion de post-photographie est alors convoquée pour désigner de nouvelles pratiques engendrées par les conditions numériques, notamment en réponse à cette saturation d'images. Le terme post-photographie a été forgé au début des années 90 et désignait la nouvelle nature de l'image photographique devenue numérique et cristallisait les craintes d'une perte de foi en l'évidence photographique en raison des développements et de la sophistication des retouches en post-production. Au milieu des années 2000, à la suite du lancement des plateformes sociales et de partage d'images, la notion de post-photographie évolue pour désigner des approches qui s'inscrivent dans le régime numérique visuel caractérisé par une quantité infinie. En effet, au milieu des années 2000, plusieurs plateformes sociales vont modifier le régime de l'information et des images. En 2004, Facebook est lancé, l'année suivante, YouTube, puis Twitter en 2006 et l'iPhone en 2007. Une étape importante dans la théorisation des pratiques photographiques à l'ère numérique a lieu en 2011 lors des rencontres photographiques d'Arles. L'exposition À partir de maintenant, From Here On, réunissait des artistes qui réfléchissent à l'impact d'Internet, aux cultures numériques et aux moyens technologiques sur les pratiques photographiques. L'exposition était organisée par 4 artistes polyvalents, certains à la fois curateurs, collectionneurs et éditeurs, Juan Fontcuberta, Eric Kessels, Martine Parr et Joachim Schmid, ainsi que Clément Chéroux, à l'époque conservateur au Centre Pompidou. Sur le mur de l'entrée de l'exposition était imprimé le manifeste d'À partir de maintenant. Vous voyez ici les commissaires posant à côté du manifeste, qui débute ainsi. Maintenant, nous sommes une espèce d'éditeurs, tous nous recyclons, nous faisons des copier-coller, nous téléchargeons et remixons, nous pouvons tout faire aux images. Le manifeste d'À partir de maintenant pose les jalons d'une nouvelle approche photographique qui naît du constat de l'infini réservoir d'images disponibles, impliquant une forme d'écologie des images, encourageant une activité de collectionneurs, d'éditeurs et de curateurs au détriment d'une pratique photographique. Le texte défend une nouvelle approche de recyclage fondamentalement liée à la culture du web et aux logiciels de recherche et aux plateformes de partage. Au sein de l'exposition From Here On, la série Suns de l'artiste Penelope Umbrico était présentée. Vous la voyez ici collée sur 2 pans d'une colonne monumentale. Née en 1957 à Philadelphie et diplômée de l'Ontario College of Art and Design de Toronto et de la School of Visual Arts de New York, Penelope Umbrico travaille en majorité avec son ordinateur et son téléphone portable en créant des œuvres à partir d'images réalisées par d'autres auteurs qui questionnent le statut de l'image au sein du régime numérique. Suns from Sunset from Flickr est un projet débuté en 2006 et toujours en cours, pour lequel l'artiste a réuni des couchers de soleil qu'elle a recadrés pour ne se concentrer que sur le soleil. Le choix du thème est simple, le coucher de soleil était le sujet le plus tagué sur Flickr, autrement dit le plus photographié et le plus partagé sur la plateforme. Cette œuvre, qui est la plus connue de son travail, thématisée en 2006, seulement 2 ans après le lancement de Flickr en 2004, l'abondance d'images similaires, de thématiques affectionnées par tout un chacun postant son coucher de soleil sur la plateforme numérique. Suns from Sunset from Flickr réunit des tirages photographiques de 10 cm sur 15, dimension qui renvoie au format standard des tirages photographiques, collés les uns aux autres directement sur le mur d'exposition pour envahir l'espace. La lumière qui se dégage de ce vaste corpus de soleil, ainsi recadré pour supprimer toute localisation et toute subjectivité, crée un effet psychédélique. Andy Warhol s'était aussi intéressé au coucher de soleil et on avait réalisé une série au début des années 70, mais chaque coucher de soleil, certes décliné selon des variations de nuances chromatiques, constituait une seule œuvre. Vous avez ici un accrochage possible avec chaque coucher de soleil encadré et donc isolé du reste des autres sérigraphies. Chez Umbrico, chaque photographie imprimée est collée à même le mur d'exposition, sans cadre et sans aucune marge permettant de les isoler entre elles et de les isoler du mur. Nul espace de négociation n'est octroyé, car la quantité d'images similaires, aux variations subtiles, envahit l'espace d'exposition. Il n'y a donc pas non plus de déclinaison de la fixité d'un instant vers une mise en mouvement, comme dans les chronophotographies de Marey ou de Muybridge. Il n'y a pas non plus de récit, puisque l'accrochage choisi supprime toute distinction de l'unique pour donner l'impression d'un tableau photographique, d'un ensemble connecté, caractérisé par la continuité et la constance, alors que matériellement, ce sont bien des tirages distincts
qui sont collés les uns après les autres, les uns à côté des autres, à même le mur, puis décollés une fois l'exposition terminée. Les premières œuvres de la série Suns de 2006 déclaraient un total de plus de 500 000 couchers de soleil sur Flickr. L'œuvre de 2016 signale dans son titre plus de 30 millions d'images, dont l'œuvre d'Umbrico n'est qu'une infime sélection. Le titre informe en effet de la quantité exponentielle d'images numériques, ce dont la sélection visuelle ne peut témoigner et auquel elle n'entretient aucune correspondance numérique. En revanche, c'est précisément le choix de disposer chaque photographie sans intervalle qui exprime, par l'absence de marquage visuel d'isolement, l'infinie quantité dont l'œuvre vise à rendre compte. D'autres formats sont possibles, comme ici sous cadre, et relevant probablement de considérations marchandes, une œuvre de dimension plus modeste et sous cadre étant plus aisée à vendre qu'une installation à réaliser directement sur le mur et qui pose aussi des problèmes de conservation. Comme vous pouvez l'observer, le cadre contourne l'œuvre sans aucune marge et les soleils sont aussi, vous le voyez, collés les uns aux autres pour former un ensemble compact sans aucune délimitation. La quantité est ainsi valorisée davantage que la singularité ou l'originalité. Robert Shore en fait le constat. Le monde réel est envahi d'appareils photo. Le monde virtuel est envahi d'images photographiques. Les photographes citoyens cliquent constamment sur leur smartphone, téléchargeant immédiatement les images obtenues sur Flickr et sur d'autres sites de partage. Allez sur Google Images et tapez « coucher de soleil » et vous obtiendrez 33 800 000 correspondances en seulement 0,19 secondes. Au milieu d'une telle abondance, la vision unique est difficile à obtenir. Le constat de cette saturation d'images déjà disponibles que fait Robert Shore est parfaitement illustré par le projet sur les couchers de soleil de Penelope Umbrico. Alors, vous allez me dire que je vous montre une œuvre qui n'offre aucun espace blanc, aucun intervalle. Précisément, j'aimerais partir de cette œuvre pour la comparer à une autre œuvre qui lui fait écho, une série qui porte cette fois sur la Lune et qui travaille les espaces entre les images multiples de la pleine Lune. Formellement, les deux œuvres se distinguent par le choix opéré par l'artiste de créer des espaces ou non entre les images répétées d'un même motif, le coucher de soleil d'une part et la pleine lune d'autre part. Dans chacun des cas, le sujet photographié est par essence unique. Il n'y a qu'un seul soleil et qu'une seule lune. La répétition du sujet contredit ainsi l'essence de celui-ci et exprime la fascination exercée par le sujet iconographique et l'abondance d'images disponibles et partagées en ligne. Umbrico opère des choix différents puisque les déclinaisons de l'artiste autour de son sujet sont toutes marquées par des espaces entre les images sélectionnées de la pleine lune. Débuté en 2015, Everyone's Photos Any License, c'est son titre, est un projet toujours en cours qui a donné lieu à plusieurs œuvres différentes, des installations photographiques, mais aussi des vidéos, et je m'attacherai ici qu'aux installations photographiques. L'œuvre réunit des photographies de la pleine lune trouvées sur le site de partage d'images Flickr, après avoir inscrit dans le moteur de recherche Full Moon pleine lune. La version de 2015 que vous voyez ici exposée dans le Wisconsin réunissait 654 photographies sur un total d'1 146 034 photographies de pleine lune disponibles sur Flickr à l'époque. Chaque image était imprimée puis arrangée selon les différents formats pour envahir l'espace du mur, chaque tirage étant directement collé sur le mur. Mais dans les versions suivantes, Penelope Umbrico va modifier sa manière de présenter l'œuvre et choisir des cadres noirs de format rectangulaire, disposés de manière verticale et asymétrique, les uns collés aux autres. Dans la version de 2019, 5 cadres noirs délimitent des espaces rectangulaires composés de dizaines d'images de pleine lune de format carré ou rectangulaire, aux variations chromatiques, sur un fond allant du gris clair au noir intense en passant par des nuances de bleu. Ainsi que le défend Liliane Louvel, je cite, « Le cadre implique le franchissement, l'arrachement au quotidien du mur, mais il exprime aussi, je cite toujours, la limite, la frontière, la loi du rigide. » Contrairement à la série des couchers de soleil, chaque photographie est imprimée dans un format particulier et disposée au sein de la composition de manière à créer un ensemble rythmé et harmonieux qui recouvre l'entier de l'espace contenu dans le cadre. Il reste toutefois des zones libres, laissées blanches. Un espace blanc court le long de chaque cadre. Les images sont également disposées de telle manière à laisser un espace libre entre chacune d'elles. Ces espaces peuvent difficilement être qualifiés de marge, car ils ne visent nullement à accueillir une note, un texte, et ne visent pas non plus à ajouter un espace entre l'œuvre et son encadrement. Ces espaces semblent plutôt exprimer une pause, un souffle, entre chaque image d'un même sujet, une constellation. Par ailleurs, chaque photographie de pleine lune est disposée sur un fond blanc en laissant un écart entre le fond blanc et l'image, faisant l'effet d'être décollée du fond,
comme en suspension dans un espace ou dans l'espace. L'écart laissé entre le fond blanc et chacune des images a également pour effet de créer des ombres, ajoutant ainsi un relief à la photographie qui, provenant du web, se matérialise en occupant pleinement l'espace tridimensionnel. La disposition des images sous forme de grilles irrégulières, qui laissent un espace entre chacune d'elles, imite en réalité l'affichage de la plateforme Flickr. Donc vous avez ici une capture d'écran de Flickr après la même recherche qu'a faite l'artiste Full Moon. Umbrico non seulement indique la source des images utilisées et la manière dont elles sont affichées, mais elle articule aussi le rapport complexe entre l'unique du sujet représenté, de l'acte photographique et l'accumulation d'images d'un même thème. Revenons à Antoine Claudet, que j'ai mentionné au tout début de mon intervention. Il se trouve que Claudet est aussi l'auteur d'un daguerréotype qui ne brosse nullement le portrait d'une personne, qui ne vise nullement à étudier les facettes et les expressions du visage, mais qui décline des pleines lunes ou quasi-pleines lunes sur une plaque de métal. La photographie montre 18 impressions de la Lune déclinées au moyen d'une exposition multiple. Cette œuvre m'intéresse tout particulièrement, car elle décline une variation d'un même sujet, la Lune, tout en multipliant son apparition dans un espace matériel unique, celui de la plaque sensible. Mais contrairement aux chronophotographies à plaque fixe d'Étienne Jules Marais, qui analysent différentes phases du mouvement dans une seule et unique image, comme ici le vol d'un pélican, la répétition de la Lune ne décompose nullement le mouvement, même si l'œuvre renvoie aux recherches astronomiques. Dans le champ scientifique, l'astrophysicien français Jules Janssen, par exemple, réussit à enregistrer une éclipse du Soleil par la planète Vénus en 1874, en réalisant une séquence à l'aide d'un revolver photographique de son invention. Le phénomène astronomique rare est très difficilement décelable à l'œil nu. Le médium photographique sert d'outil de connaissance qui va remplacer l'œil humain, voire le supplanter. L'observation du passage de Vénus doit permettre de mesurer la distance entre la Terre et le Soleil. Jules Janssen explique, en février 1873, que son revolver photographique produit des prises de vue multiples selon un écart temporel régulier. Je le cite, « J'ai eu la pensée de tourner cette difficulté au moyen d'un appareil qui permit de prendre, au moment où le contact va se produire, une série de photographies à des intervalles de temps très courts et réguliers, de manière que l'image photographique de ce contact fut nécessairement comprise dans la série et donna en même temps l'instant précis du phénomène. » Jules Janssen emploie la notion d'intervalle selon le sens temporel que le terme exprime. Ainsi que l'explique Monique Sicard, le revolver photographique associé à une plaque daguerrienne rotative permettent à Janssen de réaliser une série de 48 prises de vue de 1 cm de large sur 1,5 cm de hauteur en 72 secondes. Donc c'est le temps d'un tour complet de la plaque, chaque image étant prise à écart régulier dans le temps. L'enregistrement de la planète s'inscrit dans une temporalité déterminée. L'espace temporel entre chaque prise de vue correspond à une distance. Dans le cas d'Umbrico, la répétition des prises de vue n'a pas de valeur temporelle, hormis celle rattachée à l'acte photographique, à l'acte social et rituel de la photographie dont parle Bourdieu. Les premières expérimentations photographiques, ici la Lune capturée au moyen de multiples expositions dans les années 1840-50, daguerréotypes présentés dans ce petit coffret en cuir mesurant 6 cm sur 5 cm, ce daguerréotype, par la technique de l'exposition multiple, démultiplie l'unique, la nue, dans un même espace visuel sans aucun intervalle. Cette lune apparaît comme des petites bulles de savon dans cet écrin et à cette petite échelle, elle n'en est que plus précieuse. Que fait Umbrico pour sa part? À partir de Flickr, où la multitude est valorisée et le partage de fichiers numériques sans limite, Umbrico propose un temps d'arrêt, un instantané, une expérience de la multiplicité au travers d'installations photographiques uniques. On ne pourrait voir dans les séries sur la Lune et le Soleil d'Umbrico des séquences photographiques, au sens qu'en donne Caroline Schick. Néanmoins, une forme de temporalité et de durée compose très clairement ces deux séries. D'une part, la série Suns, par l'actualisation du nombre d'images de coucher de soleil, précisées dans les titres, inscrit chaque œuvre dans l'unicité de sa présence et de son occurrence. L'ensemble des œuvres de la série décline une variation d'un même thème qui exprime une durée par l'accroissement exponentiel d'images disponibles sur la plateforme Flickr, et donc chaque œuvre n'est qu'une infime illustration. D'autre part, la série consacrée à la pleine lune, intitulée Everyone's Photos Any License, porte son intérêt sur les auteurs de ces clichés et la notion de propriété. Umbrico décline les identités de chaque auteur des photographies utilisées,
tout comme le matériel photographique utilisé sur des feuillets accompagnant l'œuvre exposée ou alors carrément sur le mur, comme vous le voyez ici à Rochester, qui présentait donc sur un pan de mur l'œuvre encadrée et sur le mur adjacent la cartographie de l'œuvre qui mentionne qui a une numérotation de chaque image et qui renvoie à un feuillet comportant les crédits complets de chaque image utilisée. La licence des images utilisées constitue une part centrale de son travail. Observant que beaucoup de photographes sur Flickr utilisent la notion de droit réservé, Umbrico s'interroge sur le besoin de posséder l'image de la Lune et d'en demeurer l'unique propriétaire. Everyone's Photos Any License interroge notre désir commun de faire une image de la Lune, mais aussi le désir de posséder son image. La propriété en termes juridiques, la licence, est aussi associée à la possessivité qu'Umbrico questionne dans le contexte de publication massive d'images similaires sur une plateforme numérique visant au partage. L'artiste renvoie à l'acte photographique unique et inscrit dans la temporalité subjective de son auteur. Pour reprendre Deleuze, ce qui compte, c'est au contraire l'interstice entre deux images, un espacement qui fait que chaque image s'arrache au vide et y retombe. Sans qu'il ne soit question ici de développement d'une séquence, l'œuvre d'Umbrico, par les espaces laissés blancs entre chaque image, par l'écart créé entre le fond du cadre et l'image disposée, exprime cet entre-image, cet espacement qui fait que chaque image s'arrache au vide et y retombe. Vide de l'anonymat ici et du flux d'images numériques auquel Umbrico arrache ses photographies singulières, dans l'acte photographique auquel chacune se réfère, mais des photographies si banales et sans aucune originalité au sein de la masse iconique où elles sont pourtant partagées et montrées. Il y a donc une forme d'intervalle dans les travaux d'Umbrico qui diffère de celle des essais photographiques consacrés au mouvement du XIXe siècle. Cet intervalle est à la fois une distance visuelle, matérielle, entre l'unique photographie, preuve d'un acte singulier et subjectif, et le multiple de ces centaines de milliers d'occurrences dans le régime numérique des images. Cet intervalle renvoie aussi peut-être à la distance entre le sujet photographiant et le sujet photographié. La Lune et le Soleil, sujet unique et à distance importante, posent aussi la question de l'échelle et du regard photographique. Ces espaces créés entre chaque image pour la Lune et l'absence d'image pour le Soleil offrent matière à une analyse particulière de ces espaces ou absence d'espace, souvent oubliés dans les études actuelles. Pour conclure, l'intervalle, en tant que distance entre deux objets, peut aussi être comprise comme une interrelation, voire une interconnexion. Lorsqu'en 2013, 2 ans avant son projet sur la Lune et 7 ans après sa série Suns, Penelope Umbrico expose au Festival de photographie Alt Plus 1000 à Rossinière en Suisse. Elle propose un projet intitulé A Proposal and Two Trades, qui thématise la question de la propriété et la démarche d'échange, de mise en réseau, de collaboration entre l'artiste et le visiteur. Umbrico invitait les visiteurs à prendre une photographie du paysage de montagne avec son smartphone, depuis la colline où se situe l'église du village, et à lui envoyer le fichier par email. Donc vous avez ici une vue de l'exposition depuis la colline de l'église de Rossinière avec le cartel cloué sur le tronc d'arbre qui expliquait la proposition d'Umbrico. Umbrico retravaille ensuite l'image qu'elle reçoit avec des centaines d'applications et de filtres pour smartphone, puis elle renvoie le fichier à son auteur. Vous avez ici de nouveau un exemple de ce processus d'échange. Donc tout à gauche, une prise de vue qui a été réalisée avec un téléphone portable par un visiteur, puis envoyée à l'artiste et le résultat obtenu après avoir retravaillé avec différents filtres cette image qu'elle a reçue d'un visiteur. Le projet A Proposal and Two Trades comportait donc une offre, l'idée de lui envoyer une image, mais également une deuxième étape, celle des 2 transactions, trades, qui proposait aux auteurs des photographies originales de réaliser 2 tirages, de les lui envoyer pour qu'elle les signe et qu'elle ajoute un certificat d'authenticité. Puis ensuite, elle gardait un tirage pour elle pour les prochaines expositions et elle renvoyait le 2e tirage à l'auteur de la photographie. Umbrico inscrit sa démarche dans un réseau en utilisant uniquement son téléphone portable. Tout se fait entre le visiteur et son téléphone d'un côté et l'artiste et son iPhone de l'autre. Dans le texte de l'offre, Umbrico proposait aux visiteurs, je cite, « Les images prises avec les caméras des smartphones vivent entre les appareils, entre les matériels, entre les personnes. Elles migrent sans cesse d'un endroit à l'autre. Elles n'appartiennent à aucun lieu. » Donc, dans cette proposition,
Elle défendait que les images ne sont pas localisées, et c'est précisément ce qui constituait pour Walter Benjamin la perte de l'aura de l'œuvre d'art, c'est-à-dire sa perte d'appartenance à un lieu et à une temporalité, ce Hic et Nunc. Pourtant, cette mobilité de l'image n'a pas réduit son attrait, bien au contraire, et on l'a vu. On pourrait aussi penser l'intervalle comme cette entre-image et cette entre-personne dont parle Umbrico, c'est-à-dire cet espace d'échange. Et j'aimerais donc terminer sur cette œuvre du duo d'artistes Eva et Franco Mattès, Personal Photographs, qui date de 2019. Dans cette installation, le duo d'artistes italiens souligne les infrastructures matérielles nécessaires à la circulation d'informations. Les photographies personnelles, évoquées dans le titre de l'œuvre, échappent au regard du spectateur qui n'a sous les yeux que les câbles faisant circuler les images sur le réseau. Les images suivent des routes, des itinéraires que Peter Sendy nomme les voiries du visible. Dans le contexte d'un village global, les images se déplacent, se multiplient sur les plateformes de partage et d'échange. Toutefois, les images, tout comme les routes qu'elles empruntent, sont bien matérielles et nécessitent des infrastructures qui conditionnent leur déplacement et leur visionnement. Les Electronic Superhighways, que prévoyait Nam June Paik dans les années 70, sont rendus matériels dans cette installation de larges rails qui parcourent l'ensemble de l'exposition dans un dédale de voies. Les photographies ne sont ainsi plus des images, mais des données, un ensemble de codes qui circulent entre deux micro-ordinateurs au sein de câbles qui cheminent dans l'espace d'exposition. Le logiciel utilisé copie les images privées des artistes et les fait circuler en une boucle infinie. La nature de l'image, en tant que donnée, est tangible par les routes formées par ces câbles que le visiteur de l'exposition doit parfois enjamber ou qui envahissent la pièce. Les images se trouvent ainsi entre les ordinateurs, constamment en circulation, dans un intervalle constant et sans fin. Telle est la condition numérique, probablement, des images. Je vous remercie. Merci infiniment. Tout le monde a coupé son micro de sorte qu'on ne peut pas entendre les applaudissements, mais qui étaient fournis. Merci infiniment, Mélina. Je te laisse la parole. Bon, merci beaucoup, Nathalie. Donc, je pense qu'on va sortir vraiment enrichi de ces deux interventions, grâce à ces deux interventions, qui nous donnent des pistes vraiment nouvelles sur la notion d'intervalle. Donc, est-ce que je pourrais observer un peu dans les deux interventions, ce qui est un déplacement, de multiples déplacements, pour l'expliquer. Donc, on passe du visuel au temporel, surtout avec vous, Nathalie Dietchi. Et Laura, pour comprendre les visuels, nous fait penser par tout ce qui est les sonores, hein, par les bruissements, mais aussi par tout ce qui était étudié à partir de l'intervalle musical. Donc, pour penser à des questions des rythmes, hein, donc pour penser au rythme. Donc, voilà, donc il y a ces deux dimensions. Donc, grâce à vous, l'intervalle devient, et grâce à vous, Laura, on pense l'intervalle en tant que respiration, hein, en tant que silence. Et donc, entre un espace aussi, je pense que c'est une distinction très importante que vous avez dont vous nous avez fait prendre conscience aujourd'hui. Donc, il y a un espace construit, donc qui est celui que le curateur nous offre, et il y a cet espace perçu, donc vraiment est-ce que plus que le regard, le corps du spectateur qui est modelé, hein, finalement, qui cherche à être modelé à partir des différents dispositifs, donc soit au XVIIIe siècle, soit dans l'entre-deux-guerres ou aujourd'hui. Et avec cette contre-exemple, et très parlant, je pense que vous pourrez revenir là-dessus, de Marcel Duchamp, hein, qui met en jeu d'une manière impressionnante tout ce dont on parle aujourd'hui, finalement. Donc, et cette manière de revenir au corps et de trouver peut-être cet interstice, hein, qui pourrait donner une certaine liberté aux
aux spectateurs. Et peut-être que c'est un peu de, et peut-être une dimension et politique, justement, dans cet aspect, de pouvoir, d'une part, c'est-à-dire quelle est la marge des libertés du spectateur dans ces dispositifs, et de certains côtés, par certains artistes ou certaines propositions, elle est explorée, elle est réfléchie, et dans d'autres, elle est plutôt limitée. Donc, et comme je vous disais au début, est-ce que vous pourrez revenir justement sur cet espace syntaxe? Donc, cette manière, est-ce que vous verrez dans ces nouvelles approches, est-ce que vous verrez comme je vous disais, une sorte de modélisation, de mettre vraiment de cadrer et de baliser vraiment le parcours, parce que à partir des données, donc on voit grâce à vos interventions l'importance des données, hein, et qui permettent les outils contemporains pour je sais pas, modéliser, contrôler, comprendre, je sais pas les mots, et c'est compliqué. Je vous laisse nous répondre peut-être. Merci beaucoup, Mélina. Alors, par définition, alors ce que j'ai présenté, ce sont des outils, ce que j'ai présenté à la fin, et les outils doivent, par définition, être utilisés. Donc, ce sont des moyens. Je ne crois pas qu'ils puissent fournir de règles générales sur l'intervalle. Malheureusement, il n'y a pas de règle générale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé dans cet exemple de l'exposition de Marcel Duchamp un vrai dépassement, donc, entre l'accrochage sans intervalle et l'accrochage avec espace absolu, espace régulier, intervalle régulier. L'exemple de Marcel Duchamp, en fait, nous montre que l'intervalle, j'ai beaucoup aimé cette expression qu'a utilisée Nathalie, qu'a citée Nathalie dans son intervention, d'espace de négociation. Et je pense que c'est vraiment là que se joue précisément quelque chose, l'espace de négociation entre un concepteur, un émetteur, un récepteur, espace de négociation dans l'espace même, puisqu'on voit que cette notion d'intervalle que Marcel Duchamp glisse sous la notion d'inframince, en fait, est aussi fondée sur le jeu. Vraiment, le jeu au sens au sens même où, lors de cette exposition, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais lors de du vernissage de cette exposition, en fait, il a invité les enfants de la galeriste qui accueillait l'exposition à venir dans l'espace et avec leur cerceau, avec leur corde à sauter, avec leur ballon, et en disant que si jamais on leur demandait de partir, puisque c'était tout de même un vernissage mondain des années 40 à New York, réunissant tout le gratin de l'art contemporain. Et si on demandait à ces enfants de partir de l'espace, il fallait que ces enfants répondent que Mr. Duchamp told us we could play here, que Monsieur Duchamp nous a bien dit qu'on pouvait jouer ici. Pour lui, c'est vraiment un terrain de jeu. Et peut-être pour finir cette réponse, peut-être que je peux citer Brian O'Doherty, qui justement trouve dans le collage, enfin, dans la forme du collage, peut-être l'alternative au white cube et à l'accrochage en tapisserie. Et ce collage, donc, qui est très important pour les surréalistes, qui est peut-être quelque chose qu'on retrouve donc dans cette notion de jeu, dans cette scénographie qui est mise par Marcel Duchamp, peut-être peut nous faire penser l'intervalle. Encore une fois, même au sens de jeu, tout simplement au sens de donner du jeu, en fait, de donner du nous, donner du jeu, et donc de jouer de ces espaces qui ne sont pas des espaces mesurables. Merci beaucoup, Elora. Donc, je pense que justement, il y a un point en commun dans vos communications, c'est justement cette question des négociations, d'échanges, de mettre un jeu, ça aussi, c'est mettre un mouvement, c'est-à-dire de jouer justement des intervalles pour les faire signifier autrement, pour mettre
du mouvement, finalement, parce que avec cet exemple, avec l'exemple de Duchamp. Et donc, bon, Nathalie avait, à partir en particulier de l'œuvre de Penelope Umbrico et son travail sur Flickr, euh, vous nous, vous nous montrez comment l'artiste essaye de faire signifier autrement la surabondance d'images. Et vous citez donc le philosophe Peter Sandy. Et justement, je voudrais vous demander, est-ce que vous trouvez qu'il y a que l'intervalle pourrait jouer donc un rôle presque politique, c'est en tant que critique, hein, pensons à Benjamin, hein, un rôle politique justement dans cette économie des images dont parle Peter Sandy? Merci, c'est effectivement une très bonne question. Je dirais qu'en tout cas, dans le cas d'Umbrico, c'est plutôt une approche sociologique et les pratiques sociales qui l'intéressent davantage disons, un engagement plus politique, contrairement à Trevor Paglen, dont j'ai aussi parlé, où chez lui, alors très clairement, il y a une volonté de se positionner, de vraiment déconstruire le fonctionnement de logiciels, des technologies numériques, souvent que nous utilisons ou qui existent autour de nous sans qu'on en ait forcément conscience. Et donc, ces œuvres, par l'usage ou non de l'intervalle, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais visent à avoir effectivement ont un réel engagement politique. Et donc, visent à déconstruire vraiment ces mécanismes de vision de la machine. Et donc, ça peut être dans le cadre de grilles, comme je l'ai montré là, de visages, où on se rend compte qu'en réalité, c'est ce que font les logiciels de reconnaissance d'images, c'est-à-dire qu'en fait, elles puisent aussi dans les données que nous laissons à des organismes comme Facebook qui apprennent de quantité d'images à reconnaître, à créer la morphologie, une empreinte faciale aussi. Et donc, en faisant des œuvres qui sont des temps d'arrêt, par la multiplicité, en fait, ils révèlent aussi des mécanismes auxquels nous sommes confrontés au quotidien et que nous ne voyons pas ou plus, et dont nous ignorons aussi peut-être le pouvoir. Trevor Paglen dit une chose qui est un peu probablement l'un des bouleversements majeurs du régime des images aujourd'hui, c'est que la plupart des images de nos jours sont produites par des machines pour des machines. C'est-à-dire que la majorité des images, en fait, sont faites par des caméras de surveillance, par exemple, et sont faites pour être lues par d'autres machines. Donc, on est totalement exclu l'humain est exclu de ce régime visuel qui, pour la première fois dans l'histoire, se fait de machine à machine. Et donc, l'artiste peut être celui qui, précisément, va essayer de s'immiscer dans ce régime iconique nouveau, en créant des œuvres qui portent notre attention. Il y avait la question de l'attention avant avec Elora, qui justement porte notre attention, un temps d'arrêt sur ces fonctionnements. Mais c'est pas, enfin, je ne pourrais pas dire que l'intervalle va toujours être le lieu d'un geste politique. Oui, Ça non, mais dépend vraiment. merci. Oui, non, mais je pense au sens beaucoup plus peut-être dans un sens évidemment moins militant, hein, mais finalement dans cette sorte de prise de conscience de l'infime pouvoir que peut-être chacun de nous pourrait avoir devant ces flux surabondants d'images et où justement les plus peut-être préoccupants serait cette exclusion de l'humain dans les flux mêmes. Donc, et dans ce sens, il me semble que les artistes dont vous nous avez parlé aujourd'hui nous permettaient de voir cet infime
Intervalle. C'est un film interstice où finalement un échange, une négociation pourrait avoir lieu et donc finalement casser, disons, cette dynamique, ce rythme effréné. Donc c'était plus dans ce sens-là, évidemment il y a le côté militant qui est très important. Hein. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Par ailleurs, dans la rhétorique qui est souvent employée pour qualifier, disons, les caractéristiques du régime numérique, il y a toujours cette notion de vitesse, de flux, de flow. Hein, on navigue, on surfe sur le web, on est dans le cloud, dans les nuages. Et donc, il y a toujours souvent cette terminologie soit liée au ciel, aux nuages, soit à l'eau. Et c'est précisément un lieu où il n'y a pas vraiment d'intervalle, d'espace. C'est mou, c'est fluide. Hein. André Günther parle de la fluidité des images à l'ère numérique, c'est-à-dire justement elles sont fluides. Et je trouve intéressant la notion d'intervalle, elle est précisément, elle vient presque en contre-pied de cette rhétorique du flux, du flow, de la navigation. Qui offre plutôt un espace sans contour, infini, faussement sans contour, puisque le numérique, en fait, dépend d'infrastructures matérielles, Bien sûr. Voilà. Mais dans la rhétorique. Oui, donc il y aurait, donc je pense que c'était, il y a les temps d'arrêt donc que vous mettez en avant par rapport à partir de ces différentes démarches artistiques et je pense que finalement à partir de vos deux interventions, merci beaucoup, on peut voir peut-être l'intervalle aussi dans cette dimension rythmique qui prendrait d'autres différentes, qui auraient peut-être une portée critique. Donc, en tout cas, bon, c'est ce que je retiens aujourd'hui de vos deux interventions qui je pense, se rejoignent justement dans cette pensée du temps et oui, comme arrêt finalement.